Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans. J'ai commencé à travailler dans un centre équestre plus jeune, à préparer les chevaux de compétition, à les monter pour les championnats de France. Puis j'avais plus les moyens, alors j'ai arrêté et aujourd'hui je pratique seulement pendant mon temps libre. À cette période-là de ma vie, je cherchais du travail et ma monitrice était infirmière et c'est elle qui m'a dirigée vers le milieu hospitalier. En 2010, j'étais donc encore aide-soignante et je travaillais toujours avec la même infirmière, la nuit. Et ce week-end-là, elle avait posé ses congés annuels et elle s'était fait remplacer par un collègue à elle, un infirmier. Ce jeune homme-là, je l'avais déjà croisé à la relève le matin ou dans le cadre d'une réunion, je sais plus. Et il était bel homme. Oui. La première nuit, ça s'est bien passé. Et il faisait beaucoup de blagues, dont une qui m'a marquée. Quand on lève un patient, souvent il faut être deux. Et quand le patient a peur, il s'accroche à notre blouse. Et là, c'est ce qu'il a fait. Ma blouse s'est décrochée et j'avais rien en dessous, j'avais seulement mon soutien-gorge. Et c'est là que l'infirmier a dit, quand le premier bouton s'est dégrafé, bah, te gêne pas pour moi, je vais t'aider à l'enlever. Alors ça m'a dérangée. Ça m'a... Surtout à cause du patient. Mais j'ai laissé passer. Et le lendemain, c'était samedi soir exactement. Il a continué avec ses blagues. Et on était en train de préparer le matériel pour les prises de sang. Et là, il a été plus entreprenant. Il a commencé par me toucher l'épaule. Après, il y a eu un autre contact physique au bras, je crois. Et il m'a dit alors, t'as un copain? Non? Ah bon? Pourquoi? C'est à cause de ton poids? Ce genre de questions. La veille, il m'avait fait une remarque, une réflexion. Il m'avait dit... De toute façon, il va falloir que t'y passes. Et là, il m'aurait dit la même chose. Il va falloir que t'y passes un jour ou l'autre, non? Moi, j'avais envie de répondre. Je veux lui dire, le sexe, c'est pas une priorité pour moi dans la vie. Je dis rien. Il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient. Je suis pas très à l'aise. Et il y a la sonnette d'un patient. Donc j'y vais. Et quand je reviens, c'est plus le même. Il avait installé un matelas par terre. C'est vrai que c'était le même matelas que j'utilisais avec ma collègue pour regarder la télé. On s'appuie contre le canapé, on met le matelas par terre parce que le canapé est dur. Et là, clairement, il me saute dessus. Il me tire ma blouse, il fait sauter les pressions. Et il me dit, de toute façon, il va falloir que tu passes. Il a arraché ma blouse, mon pantalon, il l'a ouvert violemment. Je me suis échappée, il m'a rattrapée par les pieds. Je suis tombée, il s'est assis sur moi, je me suis retournée, je voulais pas. Je voyais qu'il était 3h du matin et qu'il fallait que je tienne jusqu'à 7h. À 7h, c'était la relève. Ça, c'était fixé dans ma tête, c'était en boucle. Il a déchiré mon soutien-gorge. Il a enlevé mon pantalon. Il me faisait mal. Et moi, je serrais mes
mes jambes le plus fort que je pouvais pour pas que sa main rentre. Et là, il y a eu un bip d'un patient qui a sonné. Je me suis levée précipitamment, il m'a laissé partir et j'ai traversé le couloir comme une sauvage, à poil. Et je me souviens exactement de la chambre de la patiente, de ce qui m'a appelé ce soir-là. Je me souviens du bassin de cette dame, je me souviens de son numéro de chambre. Quand j'ai terminé avec elle, je lui proposais de l'eau. J'essayais de gagner du temps, d'anticiper. Comment arrêter tout ça? À 6h40, je fais le dernier tour, il reste quelques minutes avant la relève. Et il est là, il est super vénère. Et tout le monde le regarde. Le lendemain, c'était donc dimanche, c'était le dernier soir, ma dernière nuit avec lui. Et j'ai appelé pour dire que j'étais malade. Et je me suis fait arrêter. J'en ai pas parlé parce que j'avais peur qu'on me croie pas. Pourquoi un homme comme lui pourrait s'intéresser à une femme comme moi? C'était violent. J'étais qu'un objet. On se dit parfois qu'on fera mieux de se laisser faire, d'attendre que ça passe. Maintenant, je porte toujours quelque chose sous ma blouse, même quand il fait chaud, pardon. Je porte toujours quelque chose sous ma blouse. Et maintenant, je suis infirmière. Je travaille toujours avec 2 aides-soignantes et 2 médecins en réanimation. On est toujours nombreux dans nos équipes. C'est un choix, c'est pour ça que j'ai choisi l'ARIA. Parce que je veux plus jamais me retrouver toute seule avec un homme, la nuit. Ça s'est passé en 2002. Des mains sur les fesses, les seins. Des mains qui se promènent, des baisers forcés. Ça a duré comme un calvaire pendant plusieurs mois. Je prenais des trucs pour dormir. J'ai jamais dit à mon médecin ce qui se passait, j'osais pas en parler. C'était un élu, un homme de la ville. Et moi, je vivais seule avec mes 2 fils. En plus, j'avais un logement de fonction, donc j'avais peur d'en parler. Si j'attaquais le maire, je perdais mon emploi. Si je perdais mon emploi, je perdais l'appartement, je perdais tout. Je voyais pas comment m'en sortir. Je travaillais comme gardienne à la mairie. Je devais faire le tour le soir pour vérifier que tout était éteint. Je devais passer dans chaque pièce, chaque couloir, les fenêtres, les portes, les volets. Des fois, j'entendais ses pas. Je savais qu'il me guettait. Il me suivait à tous les étages. Je cherchais à l'éviter, il surgissait de nulle part. Quand tu rentres dans une pièce et que ton cœur s'emballe, c'est pas normal. Parfois, je changeais mon emploi du temps avec une collègue, mais il arrivait à le savoir. Ça commence vraiment le jour où, dans son bureau, il me saisit la main, il me tire et m'embrasse de force sur la bouche. Je me dis que c'est un dérapage, que ça recommencera pas. J'en parle à personne. Le 15 juillet 2013, le maire m'appelle pour savoir si je peux passer à son bureau concernant le logement de ma mère. À peine la porte refermée, j'ai même pas le temps de m'asseoir. Le maire me dit « Montre-moi tes seins ». Je suis tétanisée. Il se rapproche, ouvre le zip de mon t-shirt et touche ma poitrine. Je lui dis qu'il peut pas faire ça, mais il me demande quand est-ce qu'on peut se revoir. Il me dit qu'il pense à moi. Il m'embrasse de force, me touche les seins. Il fait comme si j'étais consentante. Je suffoque tellement à l'intérieur que je sais même pas comment reprendre ma respiration. Je pleure toute la journée. J'accepte pas ce qui se passe, mais je me tais. Je vis dans l'espoir que ça va s'arrêter tout seul. Je me dis, si je réagis, c'est fini pour moi. J'ai pas de preuves, pas de certificat médical. Ce qui est fou, c'est que je tremble encore aujourd'hui quand j'y repense.
Pas très longtemps après, j'ai une collègue qui vit la même chose que moi, sauf qu'elle a une réaction différente de la mienne. En pleine salle du conseil municipal, elle hurle, elle le traite de salaud devant tout le monde. Je retrouve cette collègue en pleurs dans les toilettes, je vais la voir, et puis j'ai compris qu'elle vivait la même chose que moi. Je lui parle. On décide de porter plainte ensemble. Quand je vais au commissariat pour porter plainte, là pour la première fois j'ai de la chance. La policière prend ma plainte, elle m'écoute, elle me croit. Elle redit plusieurs fois, c'est vous la victime, c'est pas lui, lui c'est l'agresseur. Elle me conseille d'aller chercher du soutien, parce qu'ici, toute seule, personne ne va m'écouter, je vais être écrasée. Une personne d'une association de victimes m'aide et m'écoute. Sans cet homme, je n'en serais jamais sortie. À partir du dépôt de plainte, il y a beaucoup de pression. Les rendez-vous au commissariat, les auditions au niveau de la police judiciaire. Le maire a nié, bien sûr. Il dit que c'est la revanche de 2 femmes qui lui en veulent. Ensuite, l'argument du maire, c'est que c'est un complot politique. Que c'est parce que c'est un homme public qu'on s'est acharné comme ça. C'est ma parole contre la sienne. Finalement, ma collègue retire sa plainte. Je me retrouve toute seule. Non seulement elle retire sa plainte, mais en plus elle dit que j'ai menti. On lui paye des choses. Une nouvelle cuisine. On éponge ses dettes. Pendant ce temps-là, les rumeurs enflent. Les ragots disent que je porte des tenues provocantes, que j'ai eu une liaison avec l'ancien maire, que j'ai des tas d'amants. Mon avocat me prépare aux faits qui vont enquêter sur ma vie, sur mes soi-disant amants, qu'on va me poser des questions sur ma vie intime, sur pourquoi je suis inscrite sur un site de rencontre. Le jour du procès, le tribunal est plein. Les associations féministes sont venues pour me soutenir. La procédure a duré 4 ans. Au premier jugement, il a été reconnu coupable. 4 mois d'emprisonnement avec sursis. Il a fait appel, et à l'appel, ils ont maintenu qu'il était coupable. J'ai eu énormément de pression. J'ai été obligée de partir en retraite anticipée, partir d'Alsace. J'avais très peur. Les menaces, je les ai prises au sérieux. Je suis partie. Maintenant, je fais des ménages à l'autre bout de la France. Lui, il est toujours maire. Ça commence par des compliments. Sur mon vernis à ongles, par exemple. J'aime bien quand tu mets des talons, tu mets pas souvent des jupes, c'est dommage, ça te va bien. Tout ce qui a trait à la féminité est jaugé, commenté tout le temps, tous les jours. Et puis un jour, en sortant d'une réunion, il se permet de me prendre par l'épaule, ça me gêne un peu. Le plus difficile, c'est les pauses déjeuner. Il parle de la place de la femme dans la société, se vante des prostituées qu'il est allé voir aux Pays-Bas, raconte ses expériences, il donne des détails très intimes, qu'il aime la fellation, la sodomie, qu'en France les femmes sont des bourgeoises coincées. Puis j'exprime le fait que ça me choque, plus ça l'excite, plus ça l'amuse. Il jubilait de sentir une résistance. C'était vain. À ce stade, je ne me dis pas que c'est du harcèlement, je me dis que c'est un gros lourdeau, comme les autres lourdeaux, et il faut faire avec, puisque dans ce ministère, il y a beaucoup d'hommes. Mais sa lourdeur à lui me gênait, plus que celle de mes autres collègues. Quand je remonte les faits, le harcèlement a démarré après une conf call avec les Australiens, où j'avais une prise de parole en public et où j'avais vraiment assuré. Il m'envoie des SMS avec des compliments. T'es belle, je t'admire, t'es la meilleure, tu vas cartonner. Je suis fière. C'est très rare d'entendre des compliments dans ce milieu, surtout venant de lui. Il propose qu'on se retrouve avec les autres pour travailler le week-end. Je dis ok. Il réserve un resto. Ok, sauf que c'était un resto dans un hôtel et que je me rends compte que je suis toute seule. Je commence à faire la gueule. Je suis très mal à l'aise. On mange, je dis rien, je pars dès que c'est fini. En partant, il me glisse à l'oreille « J'adore ton corps, t'as de belles fesses, t'es sexy, j'ai envie de toi ». Ça a été très vite, très clair. Et très vite, je lui ai dit fermement « Non ». Les SMS se sont multipliés. Ça peut être 10 par jour. 20, 30, parfois 150.
Et là, c'est devenu beaucoup plus cru. Je t'aime, tu me manques, je vais te baiser. Je rêve de te retourner, de te prendre. On se rend pas compte comme ça, mais 10 SMS, quand c'est quotidien, sexuel et d'une violence crue, ça détruit. Il a réussi à me déstabiliser. Impossible de prendre la parole sans le redouter. Il me faisait des gestes obscènes avec sa langue, avec ses doigts. Je recevais même des SMS pendant les réunions. J'entendais le bruit du téléphone, je sentais la vibration et là, je paniquais. Généralement, je bredouillais, je me plantais. Il servait de ça pour m'humilier. À ce moment-là, je comprends pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'arrive en retard aux réunions, j'oublie des documents. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je culpabilise. C'est la spirale. Plus je me sens nulle, plus je suis nulle, plus j'arrive en retard. Moi, on me fait confiance. Je vois que le regard de mes collègues change. Je fais pas lien tout de suite avec le harcèlement. À un moment, je me rends compte que je commence à être hors du groupe, que j'ai plus toutes les informations, alors que ça s'est toujours bien passé jusque-là. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis stupéfaite. Abasourdie. Je commence par changer mes tenues vestimentaires. Je me dis que peut-être que si je mets des blouses plus larges, des pantalons moins moulants, ça va s'arrêter. Inconsciemment, j'ai coupé toute ma féminité. Le harcèlement, c'est pas de la drague qui dérape. Dans la drague, il y a la notion de plaisir, d'échange, de consentement, de respect. Le harcèlement, c'est une arme de destruction massive. On se rend pas compte à quel point ça peut détruire. J'ai sombré dans une dépression assez profonde. J'ai dû m'arrêter de travailler pendant 1 an pour me soigner. J'avais peur de perdre mon travail si je parlais, alors je suis allée voir le DRH pour lui demander une mutation, et c'est là qu'a été le déclic. Il m'a écouté, il m'a posé des questions. Est-ce qu'il y a un problème dans le service ? J'ai un peu esquivé. Il a insisté. Une personne en particulier ? J'ai rien dit. Il m'a demandé pourquoi je voulais partir. Je me suis embourbée. J'avais préparé des arguments, mais... On a eu une vraie discussion. Avec lui, j'ai réalisé que j'étais victime. Quel mot horrible. Moi, victime, moi qui avais toujours tout réussi, bah ouais. Il m'a aidé à mettre des mots dessus, sur ce qui se passait, que c'était du harcèlement et aussi l'abus de pouvoir. Et là, je me suis sentie battante. J'ai senti l'énergie revenir. Je me suis dit, c'est moi qui l'aurais. Je me suis accrochée à ça. C'est pas moi qui ai été mutée, c'est lui qui a été déplacé d'office. Et j'ai trouvé l'énergie pour porter plainte. Au tribunal, il n'arrêtait pas de parler. Alors la présidente du tribunal lui a dit de se taire ou qu'elle le faisait sortir. Et ça m'a fait du bien parce que c'était la première fois qu'on arrivait à le faire taire. Je suis technicienne, je travaille en labo. Tout commence en 2008 quand j'ai une relation avec un agent technique juste un soir. Et quelques temps après, j'apprends en salle de pause, une personne vient me voir pour me dire qu'elle entend des trucs pas très cool sur moi. La personne en question raconte comment je taille des pipes, décrit mes gémissements, il imite le bruit, les positions. Sur le coup, j'ai hyper honte. C'est terrorisant, tu sais pas trop pourquoi. Puis bon, je décide de jouer la carte de l'ignorance, mais ça reprend de plus belle. Et au bout d'un moment, je comprends que ça va pas s'arrêter, donc je veux aller porter plainte. Je vais au commissariat une première fois, je vois un flic qui me garde 1 heure, et il me dit juste d'aller voir ce type, de lui dire d'arrêter tout de suite, et sinon ça ira plus loin avec une convocation à la police. Je finis par le trouver en salle de pause, et là, face à face, devant un témoin, je lui balance « Tu arrêtes tout de suite, je viens d'aller voir les flics. » Et là, il baisse les yeux. Oh, je
pensais que ça s'arrêterait là. Mais non, mais pas du tout. J'apprends qu'il raconte à tout le monde que Mathilde était très fâchée, qu'elle l'a grondée. Elle était très excitante, un peu comme quand je la prends. Et à ce moment-là, je bascule. Je comprends qu'il me lâchera pas. Pendant des mois, je suis en boucle, ça reste dans ma tête. J'ai l'impression de le voir partout. J'ai l'impression que tout le monde est au courant. Je croise les regards des gens. Je trouve des photos porno dans mon casier. Je pouvais pas imaginer que ça m'arriverait à moi. Non mais c'est con, mais c'est vrai. Et là, je suis incapable de parler. Même ma famille me dit, mais c'est des mots, c'est rien, c'est juste des paroles. Tu vas pouvoir y faire face. Et moi-même, je fais pas tout de suite le lien entre l'agression, les pannes de réveil, l'angoisse au boulot, la peur de mourir, l'alcool. On se rend pas compte, mais on est complètement dissociés. On a des maux de tête, des insomnies, une fatigue intense, des maux de ventre. Un matin au boulot, je me rends compte qu'une femme est en train de vivre ce cauchemar et c'est allé encore plus loin avec elle. Il a mis en ligne des photos et des vidéos. Et il s'est même branlé devant son casier. Là, je me rends compte que je vis comme ça depuis 3 ans. Donc là, j'ai décroché mon téléphone et j'ai pleuré. Pleuré avec un copain du syndicat. Il m'a proposé d'aller voir mon manager. Il a écrit un mail et très vite, j'ai eu rendez-vous. J'ai pas osé dire que j'avais couché avec lui, parce que ça rend coupable en fait. Mais ça m'a fait un bien d'entendre que c'était moi la victime, c'était lui l'agresseur. J'étais hyper courageuse de venir en parler et qu'ils étaient là pour m'aider. Avec moi, ils ont identifié les actes d'agression. Ils ont évalué la fréquence, la gravité du harcèlement. J'ai relu avec eux les textes de loi. Ils ont enquêté. Ils ont recueilli les témoignages des collègues. Ces témoignages ont été consignés par écrit. Mais moi, j'avais toujours le choix. C'était à moi de dire si je voulais ou pas lancer la procédure. Je suis retournée au commissariat. Je suis tombée sur une agent flic et là, j'ai réussi à déposer plainte pour harcèlement sexuel. Et depuis que j'ai déposé plainte, il a été licencié. J'ai pu reprendre mon travail. Grâce à moi, il est viré du labo de recherche. Et dans mon milieu professionnel, pour virer quelqu'un, il faut y aller. Mais je voudrais aller plus loin. Je veux pas d'argent, je voudrais juste que la justice reconnaisse les faits, la stratégie des agresseurs. C'est toujours la même. Ils s'en tiennent pas à une victime. Ils en prennent une autre, et puis une autre, et puis une autre, jusqu'à ce qu'on les identifie. Et puis qu'ils se fassent coincer.